Salut, je m'appelle Bob Cringely et je suis là pour vous raconter comment la micro-informatique a envahi le monde. Quel rapport avec le basket? Eh bien en fait je suis venu ici à cause de cet homme assis là-bas. Il s'appelle Paul Allen et tout ce que vous voyez lui appartient. Le gymnase, l'équipe de basket en maillot blanc et les danseuses et tout. Quand on possède 8 milliards de dollars, on peut bien s'offrir ce genre de jouet. Merci les micro-ordinateurs. Dans les années 70, Paul Allen et son copain de lycée Bill Gates ont démarré une minuscule entreprise de logiciels, j'ai nommé Microsoft. Aujourd'hui, Allen est plus riche que Crésus et Gates plus riche qu'Allen. Il y a 20 ans, des jeunes gens comme Gates et Allen ont inventé l'informatique individuelle qui, incroyable mais vrai, n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, la micro-informatique se situe au 3e rang mondial des secteurs les plus rentables, après le pétrole et la drogue. Mais le plus incroyable, c'est que tout a commencé par hasard, parce qu'une poignée de bidouilleurs cinglés d'informatique voulaient épater leurs amis. Ah, la Californie. Le soleil, le rock, les voitures décapotables et la Silicon Valley, berceau de la révolution micro-informatique qui a bouleversé notre façon de vivre, de travailler, de communiquer et d'amasser des fortunes. J'ai eu la chance phénoménale de me trouver exactement au bon endroit, à Silicon Valley, exactement au bon moment, quand cette invention a pris corps. On ne s'imaginait pas qu'on irait loin. On l'a fait pour s'amuser, même si on allait sûrement perdre de l'argent, et pour se vanter d'avoir créé une entreprise. On n'était sûr de rien. On espérait seulement avoir vu juste, que les PC allaient avoir du succès. Quand je pense à la façon dont les ordinateurs individuels se sont intégrés dans le tissu de la vie quotidienne, je me dis que nous avons surfé sur la vague. Et quelle déferlante. Les pionniers de la révolution micro sont pour la plupart natifs comme moi de Silicon Valley, au sud de San Francisco. Ils ont grandi ici, souvent dans des maisons cossues, à l'ombre des entreprises d'électronique auxquelles la vallée doit son nom. Dans ces banlieues résidentielles de Silicon Valley, les endroits les plus intéressants, ce ne sont pas les maisons, ce sont les garages. Voici mon garage et voilà mon bric-à-brac. Je dois être le seul type du quartier qui utilise son garage pour ranger sa voiture. Tous les autres s'en servent de local pour démarrer une entreprise d'informatique et faire fortune. Moi, je n'ai pas fait fortune. Je suis un raté. J'ai écrit quelques logiciels qui ont failli fonctionner et bricolé quelques appareils qui n'ont jamais marché. Mais je suis l'homme de la situation pour vous guider dans le monde de la micro-informatique. À moi, on me dit tout. Là, c'est chez moi. Excusez le désordre. C'est ici que je concocte ma chronique de potin pour une revue d'informatique. Les industries en changement constant comme l'industrie micro vivent de rumeurs et de potins. Et moi, j'en ai fait mon gagne-pain. Mon adresse e-mail est inondée de renseignements confidentiels concernant aussi bien les défauts cachés des nouveaux logiciels que les pires gaudrioles. Ces pourvoyeurs de potins partagent les mêmes passions, le désir de dire la vérité et un amour sans borne pour la technologie. Ce sont ces cinglés d'informatique qui ont nourri de leur ferveur la révolution micro. Les comprendre, eux, c'est commencer à comprendre cette révolution. Et s'il y a un endroit au monde où on est sûr de rencontrer, c'est au Weird Stuff Warehouse, la boutique de bizarreries électroniques la plus courue de la côte ouest. Les fêlés des circuits. Chaque génération en produit son lot. Pendant que leurs camarades de classe jouent au baseball, ces informaticiens en herbe dénichent le circuit intégré de leurs rêves. You know, I'm interested in electronics and technologies and a hobby since I started when I was like
6 or 7, you know. How old are you now, Edwin? 10 right now. Les ordinateurs, c'est un hobby de garçon. L'obsession de spécimens bien particuliers qui préfèrent se colter avec un boîtier électronique plutôt qu'avec un monde plein de gens imprévisibles. Le spécimen technoïde type est un gringalet doté d'un gros cerveau et d'épaisses lunettes, aux antipodes de l'idéal viril du footballeur américain. En Amérique, on l'appelle nerd. Un nerd est quelqu'un qui téléphone aux autres pour leur parler de téléphone. Un nerd informatique est donc quelqu'un qui utilise un ordinateur dans le seul but d'utiliser un ordinateur. What do your friends think of you? Boy, he's a nerd. Yeah. But I don't mind. I'm used to being called a nerd. Can't have other people stop your dreams. Eh oui, à Silicon Valley, les petits garçons rêvent de devenir des jeunes hommes comme celui-ci. Graham Spencer est programmeur. Avec 5 copains d'université, il a fondé Architect, une entreprise de logiciels. Et pourquoi ces jeunes gens ont-ils décidé de monter une boîte ensemble? Pour la seule raison qu'ils s'aiment bien. Ça se passe comme ça à Silicon Valley. Et c'est aussi comme ça qu'Apple et Microsoft ont démarré. Comme les fondateurs de ces entreprises pionnières à leur époque, ceux d'Architect partagent un rêve technologique. De leur hobby d'enfant, ils ont fait leur profession. Et ils ont spontanément adopté la culture d'entreprise propre au secteur micro. Règle numéro 1, oubliez les horaires de bureau trop contraignants. Dans cette industrie, vous pouvez effectuer vos 100 heures de travail par semaine quand ça vous chante. On programmait pendant 2 jours d'affilée. De temps en temps, on était 4 ou 5, on sautait dans nos voitures et on fonçait au restaurant. À table, on parlait travail. Et il m'arrivait d'être tellement absorbé par la discussion que j'en oubliais de manger. Mais bon, on était une bande de copains. C'était le bon temps. Dans toutes ces jeunes entreprises, on retrouve le même mélange travail-pagaille. Et dans tous les frigidaires, les mêmes pizzas froides et les mêmes réserves de coca. 2 liters of Coke a day. And do you think of it like as brain food? That keeps me going. That and listen to heavy metal and get caffeinated and hack. Je passais mon temps assis par terre, les plans de l'ordinateur éparpillés tout autour. Je me couchais toujours très tard et j'avalais des litres de coca. Ça faisait partie de cette vie. Manger, dormir, avoir une copine, une vie sociale, ça prend du temps sur le temps de codage. Rédiger du code, c'est la force motrice de notre vie. Toute interruption est ressentie comme du gaspillage. Mais qu'est-ce que la logique interne d'un ordinateur peut bien avoir de si séduisant? C'est simple, cette logique est logique. Contrairement à d'autres choses qui demeurent à jamais mystérieuses, comme par exemple la façon de raisonner des filles. Et maintenant, cours de rattrapage en informatique élémentaire, leçon numéro 1. Toutes ces armoires composent une seule machine, un ordinateur grand système. Dans le temps, tous les ordinateurs avaient cette taille et étaient surveillés par des ingénieurs en blouse blanche. Que ce soit mon portable personnel ou ce géant accessible à 2000 utilisateurs, tous les ordinateurs fonctionnent de la même façon. Ils traitent des données numériques. Si une information peut être numérisée, un ordinateur saura la manipuler. Par contre, il ne comprend rien au domaine des sentiments. Pour parler à un ordinateur, il faut utiliser un langage machine. Une combinaison de 1 et de 0 appelée code binaire. Programmer un ordinateur a d'abord consisté à manipuler des commutateurs ou à charger des bandes perforées. Des opérations pénibles et compliquées, d'autant plus compliquées que chaque type d'ordinateur utilisait un langage distinct. L'ENIAC, l'ordinateur de l'armée, savait calculer en 20 secondes la trajectoire d'un obus, mais il fallait 2 jours de programmation pour rendre possible ce calcul.